Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de l'Échiquier International en direct de Al 24 News. Né à Soueïda en Syrie après avoir achevé ses études en droit à Damas, il se lance dans le plus grand voyage à cheval au monde de 1982 à 1996 pour faire connaître le monde arabe aux Occidentaux. Il est aussi auteur de plusieurs ouvrages, dont Le Cavalier de l'Espoir en 1989. En 2004, il publie À cheval entre Orient et Occident. Plus tard, Damas, Moscou, à cheval. 300 jours pour un monde meilleur. Sans faire durer le suspense, l'Échiquier International reçoit aujourd'hui avec beaucoup de plaisir Adnan Azem. Nous l'accueillons. Adnan Azem, écrivain, cinéaste, réalisateur franco-syrien. Monsieur Adnan Azem, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Si je me permets de dire juste un petit mot vraiment de cœur, loin de la politique, à chaque fois je suis en contact avec l'Algérie, qu'il soit la terre ou les humains, je me remplis d'honneur et de fierté parce que quand j'étais jeune, à l'âge de 4 ans et demi, 5 ans, je me rappelle, c'est la première souvenir qui a marqué ma vie, c'était en 1961. Je me rappelle, on marchait presque pieds nus, on fait le tour des villages pour rassembler des quantités de blé pour l'envoyer à Damas et puis de Damas vers l'Algérie à nos frères combattants algériens. Très bien, donc, monsieur. Oui, très bien, monsieur Adnan Azem. Alaykoum salam wa rahmatullah. Nous parlerons donc ce soir de ce monde de nouveau avec vous, monsieur Adnan Azem, dont les contours prennent de plus en plus forme, sans doute pas dans sa plus belle forme, puisque une véritable course au contrôle est lancée depuis quelque temps. Mais nous évoquerons également de différents bouleversements qu'a connu ce monde, et le monde arabe en particulier. L'actualité prendra également une bonne partie de notre échange. Adnan Azem, avant d'aborder l'essentiel de l'actualité, dites-nous d'abord quel est ce secret dans votre rapport au cheval. Pourquoi vous avez choisi le cheval pour vos tournées dans ou à travers le monde? En fait, j'ai commencé la lecture très jeune dans ma vie. Je me rappelle en 69, j'étais en train de lire un livre de l'histoire, un manuel scolaire en fait. Dans le livre, il parle de l'empire arabe, l'empire des Umayyads, les Abbassides et tous les empires arabes qui ont rayonner à travers le monde. Et ça m'a fasciné, ça a bouleversé ma vie. Je me suis dit, il faut absolument que je cherche pourquoi aujourd'hui, après tant de rayonnants dans le monde, pourquoi aujourd'hui on est dans un état lamentable. Et donc j'ai commencé à lire, et tout cela m'a amené à lire des grands penseurs, des grands écrivains comme Malik Ben Nabi, comme Edouard Saïd, comme Mohamed Abd el-Jabri, comme Mohamed Jabr al-Ansari, c'est-à-dire tous ceux qui ont étudié la mentalité et la pensée occidentale, tout ce qu'ils ont analysé, ce qu'on appelle l'orientalisme. Je suis rentré dans ce monde extraordinaire, dans ce monde lourd, chargé d'histoire, chargé de violence intellectuelle. Et donc je me suis dit, il faut absolument que j'aille voir le monde occidental. Il faut que j'aille vers le monde occidental qui me gouverne, qui s'accapare de mon histoire, de ma terre, depuis des centaines et des centaines d'années. Et pour y aller vers le monde occidental, je me suis dit, je ne veux pas aller à vélo ni en voiture. Il faut que je trouve un symbole du monde arabe qui me donne de la fierté, un symbole de mon histoire, de mes ancêtres. Et je n'ai pas trouvé mieux que le cheval, parce que le cheval aussi, il est un symbole dans toutes les cultures du monde. Oui. Et c'est vrai que je suis parti de la Syrie avec un cheval, avec mon drapeau, et j'ai passé 1300 jours sur la route de 1982 à 1986 pour connaître ce monde occidental. Très bien.
Alors, bien sûr, un parcours très riche, Adnan Azem. Adnan Azem, nous allons commencer par ce qui secoue aujourd'hui le monde. Le monde traverse quand même une certaine crise géopolitique, une crise de la morale. Le monde est en face à des conflits, mais tout ça n'est que, si vous voulez, l'aboutissement qui avait déjà débuté dans les années 2000, au début des années 2000, avec ce qu'on a appelé les printemps arabes. La Syrie a été l'un des pays qui en a payé le tribut le plus lourd. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je vais essayer d'être extrêmement clair dans mes propos pour ne pas faire perdre les gens qui nous regardent dans le ruage géopolitique de l'histoire. Pratiquement, si on regarde l'histoire depuis les Sumériens, il y a 7000 ans, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours, chaque centenaire, il y a un changement historique. Et si on regarde l'histoire tout récent, depuis la guerre de croisade, ou ce qu'on appelle la guerre de croisade, ce n'était pas une guerre de croisade, c'était une guerre économique pour occuper les pays arabes, mais on a mis la croix dedans pour faire croire qu'on est en train, de rassembler les Occidentaux contre le monde musulman et pour libérer l'Église de la nativité des mains des musulmans. Or, j'ouvre une parenthèse, un des plus grands penseurs de l'Europe, Chateaubriand, il a dit textuellement, il est naïf et ultra naïf, celui qui croit qu'on a fait la guerre de croisade pour libérer l'Église de la nativité des mains des musulmans. On est parti là-bas pour occuper Jérusalem et Damas, car celui qui occupe Jérusalem et Damas, il devient le seigneur du monde. Et nous sommes les seigneurs du monde, c'est-à-dire les Européens. Donc, si vous voulez, chaque centaine d'années, il y a un changement historique. Et plus que jamais, apparu comme un changement capital, le changement qui a commencé il y a une trentaine d'années, avec l'informatique, avec ce monde qui est devenu un village proche les uns et les autres. Donc, c'est pour ça qu'on se rend compte que le changement il est extrêmement lourd et extrêmement agressif. Or, il y avait toujours ça dans l'histoire. Pour moi, en tant que quelqu'un qui s'intéresse, je ne suis pas historien malheureusement, mais je m'intéresse à l'histoire. Donc, pour moi, je ne vois pas vraiment beaucoup de différences. Ce qui s'est passé avec ce que vous avez appelé l'enfer arabe, le printemps arabe, les Occidentaux, ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent plus faire la guerre avec des hommes. Pourquoi? Parce qu'avant, ils faisaient la guerre avec les hommes des autres continents. On sait très bien que toutes les armées britanniques et françaises étaient composées des Indiens, des musulmans, des Arabes, d'Afrique du Nord, de l'Orient, des mercenaires. Donc ils ont toujours fait la guerre avec les hommes des autres continents. Mais actuellement, ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent plus faire ça. Donc ils ont changé la méthode de guerre, tout simplement. Au lieu de faire des guerres avec des Kalachnikov et des avions et des chars, ils ont décidé de faire la guerre à l'intérieur des pays qui veulent gagner, qui veulent mener la guerre contre. Donc ils ont inventé, et ce sont les Américains, les néoconservateurs et les Anglo-Saxons qui ont inventé cette guerre, ce qu'on appelait la guerre douce, donc al-Harb al-Na'ima. Oui. Donc ils ont décidé vraiment de trouver une solution, de mettre les uns contre les autres. Et l'Algérie a souffert de cette guerre, ce qu'on appelle al-Ashriya, la décennie malheureuse en Algérie. Mais alhamdoulilah, l'Algérie s'est en sortie sain et sauf de ça. Ils ont détruit la Libye, ils ont détruit l'Irak, ils ont voulu détruire la Syrie, mais grâce à notre armée, l'armée arabe syrienne, grâce au peuple syrien, grâce au président Bachar al-Assad, on a quand même réussi à s'en sortir et ils ont échoué lamentablement dans cette offensive contre la Syrie. Donc, si vous voulez, pour que je résume, pour qu'il y ait un sens de ce qu'on est en train de dire, pour moi, ce n'est pas du tout nouveau
l'Occident, depuis pratiquement 900 ans, contrôle le monde, ils veulent continuer à contrôler le monde. Oui. Et ils se sont rendus compte, il y a une trentaine d'années, que la Chine avance, et il ne faut pas lui laisser le moindre de chance pour qu'elle avance. Et ils ont vu que l'Union soviétique, à l'époque, commençait à devenir très important. Ils ont mobilisé tous les musulmans du monde contre l'Union soviétique. Ils ont tué les soldats soviétiques en Afghanistan. Et puis après, ils ont signé un contrat avec Gorbatchev pour respecter la limite de l'espace géopolitique russe. Mais même ça, et eux, ils n'ont pas respecté, car ils ont commencé la guerre il y a 15 ans à peu près en Ukraine. Donc, pour dire un dernier mot là-dessus, le monde occidental, elle suit sa logique guerrier, mais ils ont tout simplement changé la méthode de la guerre. Selon vous, de quelle manière ils ont changé cette méthode de guerre? Vous savez très bien que, par exemple, à un moment donné, la Syrie a été le point focal, le point d'acharnement de toutes les puissances. La Syrie a passé quand même 7 ans de guerre où la propagande a travaillé dur contre les autorités donc, de Bachar al-Assad, souvent traitées de régime, et que le monde entier était convaincu que Bachar al-Assad devait partir. Vous avez dit le mot propagande. Mais justement, un des leaders de l'État profond américain, Zbigniew Brzezinski, il a dit il faut qu'on arrive à gagner les guerres par WhatsApp ou par Twitter ou par SMS. Il ne faut pas qu'on se rende sur place pour gagner une guerre. Et ils ont quand même, avec cette propagande, réussi à mettre la société syrienne complètement, le couper en deux. Et ils ont réussi malheureusement à rouler dans la farine les Syriens, et ce qui fait que les Syriens ils sont partis, des millions de Syriens, ils ont quitté la Syrie parce qu'on leur a fait de lavage de cerveau. On leur a montré que l'État syrien est représenté par un régime. Ce mot horrible, il n'y a pas de régime, il y a un leadership, il y a un président, il y a une armée, il y a des partis politiques en Syrie. Je veux dire, c'est pas moi, quelqu'un qui vit depuis 40 ans en Europe, qui va croire dans leur propagande complètement affossée ou faussée. Donc, si vous voulez, le changement de la guerre, c'est ça. Moins de soldats, moins des chars et des avions, mais plus de propagande. Et il faut avouer que cette propagande, malheureusement, a gagné. Regardez par exemple la Libye. Qu'est-ce qu'il manquait au peuple libyen? Oui. On le sait tous. Les Libyens ils vivaient parmi les pays qui vivent le mieux au monde. Ils ont réussi à monter les Libyens contre leur président. Je ne prends pas parti pour le président Kadhafi, mais tout simplement, je constate. Ils ont fait la même chose au Yémen. Regardez, ils ont monté le Yémen en 2 Yémen, la Syrie en 2 Syrie, l'Irak en 2 Irak. Je veux dire, s'ils ont réussi en Algérie, ils ont pu faire 2 Algéries. Donc, c'est la propagande médiatique, le mensonge médiatique, le lavage des cerveaux. Il ne faut pas oublier que les Américains sont la première puissance, pas seulement nucléaire, ou économique, ce sont les premières puissances médiatiques dans le monde. Oui, très bien, Monsieur Adnan Azam. On va faire un petit parallèle. Alors, je suis certaine que vous avez suivi les événements ou les violences donc en France après l'assassinat de Naël. Et le président qui est sorti, le président Macron qui est sorti pour dire qu'il était interdit de porter les armes contre des institutions ou les biens de l'État, que cela était interdit par la République, par la loi, par la Constitution. Alors, comment expliquez-vous ce parallèle? Alors, ce qui est interdit quelque part dans le monde l'est beaucoup moins lorsqu'il s'agit, par exemple, de pays arabes, alors que justement le début de cette opposition dont on parle souvent en Syrie était justement des gens qui ont porté les armes contre les institutions de l'État. Vous savez, je ne veux pas répéter des mots comme ça dans le vide en disant
le président français aujourd'hui n'a pas de légitimité de parler parce qu'on sait tous comment il était élu. On sait très bien comment il était élu. Il n'y avait même pas 15% des Français qui ont voté pour lui. L'abstention elle atteint un record historique en France. On sait très bien qu'Emmanuel Macron, c'était tout simplement un énarque inconnu. On l'a fait venir dans le cabinet de François Hollande comme ministre deuxième importance, deuxième main. Et puis d'un seul coup, elle trahit François Hollande et il devient président de la République. Avec l'argent des Américains, avec la propagande des Américains, avec le soutien des Américains. Maintenant, on revient à ce qui se passe en France. Ce qui se passe en France date des années 45, après la Deuxième Guerre mondiale. J'avais fait un film documentaire sur l'immigration en France qui s'appelle À chance égale. Oui. J'ai filmé des millions des Algériens, des Marocains, des Tunisiens. On les a fait venir en bateau, bien nus, presque nus, et ils avaient à peine peu de vêtements sur leur corps. On a vidé la campagne algérienne et on a vidé les villages tunisiens et marocains pour faire venir des millions des Maghrébins arabes ici en France pour reconstruire la France détruite par la Deuxième Guerre mondiale. Donc, au début, on les a installés dans des ghettos à côté de Paris, à côté de Lyon, à côté de Marseille, à côté de Grenoble, à côté des grandes villes. Leur stratégie au départ, c'était laissez-les comme ça, et ils travaillent avec leurs femmes, leurs enfants, et puis on ne va pas les éduquer, il faut les laisser comme ça. Ça, c'était leur stratégie. Mais, comme on dit en arabe, c'est-à-dire des fois le vent il souffle pas au sens de celui qui l'a voulu. Donc il y avait l'Internet qui est arrivé et puis 6 millions d'émigrés et ils ont découvert Internet. Du coup ils ont commencé à parler avec leur famille dans leurs pays respectifs et puis ils ont commencé à sortir de leur ghetto. Ils ont commencé à aller à l'école surtout. Et c'est là où on est arrivé en 2004-2005 pour réclamer leurs droits, pas seulement leurs devoirs. Parce qu'avant, ils avaient uniquement deux devoirs. En 2004, en 2005, on a commencé à réclamer des droits. Et c'est là où ils étaient opprimés d'une manière extrêmement violente. Oui. Alors, bien sûr, face à la machine infernale, il suffit de regarder les patrouilles dans les aéroports, dans les gares, dans les métros. Il y a de quoi avoir peur parce qu'ils sont armés jusqu'à dents. Et donc, mais tout ça, ça n'a pas terminé. Les gens, c'est vrai qu'ils sont rentrés chez eux, mais ils ont toujours attendu une occasion pour réclamer leurs droits. Oui. Et c'est pour ça qu'on a vu, pas seulement les immigrés, on a vu les Gilets jaunes il y a 4 ans, comment ils étaient opprimés. On n'a jamais vu un Français qui meurt par une balle de la police au cœur de Paris. De la capitale. Après ça, il y avait la guerre. En fait, Emmanuel Macron, il a mené 4 guerres contre les Français. La guerre contre les Gilets jaunes, après il y a la guerre de Corona, il a mis tous les Français en prison chez eux à la maison pendant 1 an et demi. Vous vous rappelez, il y a le ministre de l'Intérieur de la France qui sort une fois par semaine. Il est transformé en imam de mosquée pour dire restez calme, ne frappez pas vos femmes, ne frappez pas vos maris. Ça devient infernal. 1 an et demi prisonnier chez eux. La troisième guerre, c'était la guerre de la loi de la retraite. Il n'a même pas réussi à convaincre le Parlement français pour voter cette loi. Il était obligé de le faire passer par un article spécial que tout le monde connaît. Au fait, une popularité. Pour appliquer ça. Oui. Et la 4e guerre, c'est la guerre de l'Ukraine. Ouais. Vous savez. On va y venir d'ailleurs, M. Adnan Azzama, à la guerre de l'Ukraine. Plus que la moitié des Français ne sont pas d'accord. Plus que la moitié des Français ne sont pas d'accord avec le président Macron de mener une guerre contre la Russie. Oui. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? On ne peut pas arrêter
ce qu'on appelle les humus, ce n'est pas des humus, c'est une véritable guerre civile en France, mais pas entre musulmans Oui, très bien. et catholiques. C'est entre des citoyens français et le régime d'Emmanuel Macron. Justement, j'aimerais aborder un petit peu avec vous cet aspect très essentiel du nouvel ordre mondial contre l'ordre ou l'ancien ordre mondial, l'Occident et sa stratégie de l'encerclement. Qu'en pensez-vous? Pourquoi le monde en est arrivé à ce bras de fer continuel, sans relâche, entre les puissants de ce monde, la Chine qui exerce sa pression concernant son développement technologique, bien sûr, et son développement économique, les États-Unis qui exercent une pression sur la Russie concernant l'Ukraine, l'Ukraine qui exerce une pression avec l'OTAN pour une adhésion éventuelle et donc pour la poursuite de la guerre. Comment le monde en est arrivé à cette situation d'encerclement? Si vous mettez la carte du monde devant vous, vous regardez. Tout à l'heure, on a dit tout à l'heure que chaque centaine d'années, il y a un changement total. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui n'a pas commencé hier matin. Absolument. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ça a commencé il y a une trentaine d'années, tout doucement avec l'arrivée de Chine dans le monde économique. Il a commencé à prendre sa place. Ça a commencé avec l'arrivée de Poutine au pouvoir, qu'il a commencé à reconstruire la Russie, qui était... on sait tous que l'Amérique, ils ont voulu couper la Russie en 7 pays différents. Tout a commencé avec aussi l'arrivée de l'Inde, de la Brésil, de l'Afrique du Sud. Donc, il y a une trentaine d'années, on a commencé à recenser réellement des phénomènes complètement nouveaux pour les Américains. Au départ, ils étaient tout seuls, ils régnaient tout seuls sur le monde avec leurs alliés et surtout anglo-saxons. Et bien entendu, derrière la France et les autres pays européens, mais surtout l'Amérique, elle régnait sans partage sur le monde. Là, ce qui se passe aujourd'hui, il y a d'autres pays qui arrivent avec beaucoup d'intelligence menée par M. Xi Jinping et bien entendu Vladimir Poutine. Et puis, il ne faut pas oublier la guerre en Syrie a permis à la Russie de se mettre face au monde occidental, c'est-à-dire la résistance syrienne a permis à la Russie de tester réellement son ambition. Et là, ils ont vu que c'était une véritable ambition basée sur des capacités réelles pour la Russie. Donc aujourd'hui, si vous voyez, moi je suis contre les gens qui disent ça y est, l'Amérique est finie, le monde anglo-saxon est fini, il y a un nouvel ordre mondial. Oui, il y a un nouvel ordre mondial, mais il ne faut pas dormir sur notre oreiller. Ce n'est pas tout à fait fini. Car le match n'est pas du tout fini. Voilà. Moi, personnellement, connaissant le monde occidental depuis 40 ans, et quand je dis le monde occidental, ce n'est pas mes amis Gérard et Pierre et Dominique et Patrick, c'est le régime occidental. Le régime occidental qui gouverne le monde depuis 900 ans jusqu'à aujourd'hui, qui s'accapare de la richesse du monde occidental. Et là, je fais juste une toute petite parenthèse. Quand je vois les gens qui disent les Arabes, ils touchent d'aide sociale et tout ça, mais c'est de la connerie absolue. Tout ce qui touche les Arabes en Europe ne veut pas un pétrole d'une journée qui vient de l'Arabie Saoudite, de Golfe ou de l'Algérie, de gaz vers l'Europe. Il faut pas nous prendre pour des idiots. Oui, si on fait la balance commerciale entre le monde arabe et l'Afrique et l'Europe, brièvement, monsieur Adnan Azam, ils ne doivent des milliards et des milliards et des milliards. Il faut pas, je veux dire, les laisser nous prendre comme ça pour des imbéciles avec des mots tout près. Donc je reviens à ce qu'on était en train de commencer brièvement, à dire. s'il vous plaît, monsieur Azam. Oui. Aujourd'hui, on est rentré dans la guerre, dans la troisième réelle guerre, et c'est pas fini. On ne sait pas quand ça va se terminer. Merci. Est-ce que ça va être une guerre nucléaire? Est-ce que les Américains vont prouver une fois de plus qu'ils se sont des cow-boys, qu'ils se sont capables de jeter
des armes nucléaires sur les gens. Merci beaucoup, Monsieur Adnan Azem. Vous comprendrez tout à fait que le temps qui nous est imparti est terminé. On aurait aimé, bien sûr, développer d'autres thèmes avec vous très intéressants. Et vous, en tant qu'invité d'ailleurs, très intéressant. Je vous en remercie en tous les cas de nous avoir accompagnés tout au long de ces 26 minutes, Monsieur Adnan Azem. Je rappelle que vous êtes écrivain, que vous êtes cinéaste, réalisateur. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. On se retrouvera pour d'autres numéros de l'Échiquier International. Au revoir.